L'offensive de la bataille de la Somme en juillet 1916 est restée dans l'histoire comme l'un des pires carnages de la Première Guerre mondiale. Les recherches récentes montrent que des milliers de soldats allemands ont été sauvés d'une mort jugée certaine par les Britanniques grâce à l'existence de forteresses souterraines restées secrètes. Ces labyrinthes enfouis sous terre ont ruiné les velléités de victoire facile des Britanniques et transformé la bataille en bain de sang. Le 1er juillet 1916, l'armée britannique de volontaires patriotes lance une attaque qui va se solder par une défaite cuisante. Les fantassins anglais, chargés de pénétrer les tranchées allemandes et de percer leurs lignes, s'attendent à une résistance très faible, voire nulle de la part de l'ennemi, dont les tranchées et les abris sont censés avoir été détruits par les tirs d'artillerie ayant précédé l'attaque. Hélas pour eux, il en sera autrement. Cette attaque marque le début de la bataille de la Somme qui durera 5 mois. Le mémorial ternevien de Beaumont-Hamel représente la pointe la plus au nord du secteur de la bataille de la Somme, dit de l'Ancre. De cette colline, on aperçoit au loin le village de Beaumont-Hamel, tenu par les Allemands en ce 1er juillet 1916, quand l'infanterie de l'Empire britannique lance l'assaut. Ce qu'elle ignore, c'est que loin d'avoir été massacrée dans ces tranchées, l'infanterie allemande a survécu en se réfugiant dans des forteresses et des abris creusés sous terre. Frieder Riedel a étudié la bataille au point de vue des Allemands. Ses recherches lui ont livré l'explication de la déroute britannique. Lors de l'offensive du 1er juillet, on sait que les Anglais vont subir les pertes les plus lourdes de toute leur histoire militaire. 20 000 morts dès le premier jour. C'est principalement dû au fait que la majorité des défenses allemandes se trouvaient sous terre. Andy Hawkins et Julia Richardson sont archéologues. Ils font partie de l'association de passionnés d'histoire Durand Group. Laissant l'église de Beaumont-Hamel derrière eux, ils vont examiner l'un des plus énormes cratères laissés par les mines britanniques sur le champ de bataille de la Somme. Ce cratère est le fruit d'un travail de 7 mois. La première mine explose à 7h20 du matin le 1er juillet 1916, soit 10 minutes avant le début de l'assaut britannique. Elle engendre un cratère de 20 mètres de profondeur et 120 mètres de diamètre. L'explosion fait 20 morts côté allemand dans la redoute. L'infanterie britannique est lancée, convaincue que la défense allemande de toute façon a été anéantie par la semaine de tir qui a précédé et l'explosion de la mine. Arrivés à mi-distance dans le No Man's Land, les fantassins anglais sont rattrapés par la tragique réalité. Les mitrailleurs allemands ouvrent le feu en riposte et les déciment rang après rang. Le régime de réserve de Terre-Neuve, appelé en renfort, est massacré à peine sorti de sa tranchée. La bataille de la Somme est la bataille la plus controversée de toute l'histoire de l'armée britannique. 2 ans plus tôt, en août 1914, l'armée de l'Empire allemand a envahi et traversé la Belgique pour attaquer la France par le nord. La bataille de la Marne marque un tournant. Les unités stationnées à Paris sont déployées en taxi pour attaquer le flanc droit allemand. Les généraux allemands ordonnent un repli. À mesure que les unités se déplacent vers le nord, tout en s'affrontant, elles laissent derrière elles une ligne de tranchées. Les Allemands occupant en général les meilleures positions, les Anglais et les Français sont obligés d'attaquer pour les déloger. Avec une ligne de tranchées qui s'étend désormais des Alpes à la mer du Nord, la Grande-Bretagne se retrouve en manque de troupes au sol en France. À la fin de l'année 1914, le ministre de la guerre anglais, Lord Herbert Kitchener, lance une vaste campagne pour convaincre les jeunes Anglais de s'engager dans l'armée. Des centaines de milliers de jeunes hommes, souvent des villages entiers, s'enrôlent alors.
Ces régiments d'engagés volontaires sont entraînés et envoyés au front. Ils constituent l'unique armée de volontaires. Ils sont motivés, bien équipés, et les Français sont bien contents de leur laisser la responsabilité de portions entières du front, alors que l'armée allemande commence à se masser devant Verdun. L'armée de volontaires de Lord Kitchener arrive en France et en Belgique pour combattre avec des technologies modernes qui évoluent à vitesse grand V. Les mitrailleuses et les explosifs lourds sont en train de changer le visage de la guerre. Avant-guerre, les armes privilégiées n'étaient pas encore les mitrailleuses, mais ce qu'on appelait des fusils d'infanterie à tir rapide. La mitrailleuse venait d'être introduite, mais au départ, elle était seulement considérée comme une extension des traditionnels fusils équipés de chargeurs déjà plébiscités. Même sans mitrailleuse, la Première Guerre mondiale aurait sans doute été statique, dans la mesure où l'infanterie disposait déjà, avec ses armes modernes, d'une puissance de feu considérable. En février 1916, la 5e armée allemande, commandée par le fils de l'empereur, le prince héritier Guillaume de Prusse, attaque Verdun. Son but n'est pas de prendre la ville, mais d'attirer les forces armées françaises et de les décimer par des tirs d'artillerie. En désespoir de cause, le chef d'état-major de l'armée française, le maréchal Joseph Joffre, demande à son homologue britannique d'attaquer les Allemands quelque part afin de diminuer la pression sur le front de Verdun. Le choix du général Douglas Haig se porte sur le secteur de la Somme. L'offensive est planifiée avec soin, bien qu'à distance du champ de bataille. Le chef d'état-major britannique ne se doute pas de ce que les ingénieurs allemands, et un en particulier, ont construit sur place. La création de positions en surface et d'autres souterraines a remarquablement fonctionné. Je suis tombé sur une citation intéressante d'Erwin Rommel, qui allait devenir plus tard Generalfeldmarschall. En une phrase, il résume très bien la situation, je trouve. Il aurait dit « La sueur épargne le sang ». Ce que l'on peut interpréter comme « Si nous nous cachons sous terre, nous perdrons moins d'hommes ». Et le capitaine Leiling en a fait la brillante démonstration. Dans le camp allemand, les tranchées ont été construites suivant un système complexe et sophistiqué. Elles sont défendues par une artillerie positionnée de façon stratégique. Des blockhaus et des bunkers comme ceux-ci, exposés au musée de l'armée bavaroise d'Ingolstadt, protègent les hommes et les canons d'artillerie des obus de mortier tirés par l'ennemi. Dans le domaine de la stratégie militaire, il existait jusqu'en 1914 des différences très nettes entre une guerre de mouvement et une guerre de position. Tous les pays européens avaient plus ou moins fortifié leurs frontières, et les méthodes de combat différaient selon le type de guerre. Avec la stabilisation des fronts, le type de guerre qui était auparavant l'exception, la guerre de siège, est devenu la norme. Et de nombreuses armes et méthodes de combat qui étaient auparavant propres à une guerre de position ont été utilisées dans cette guerre de siège. À 2 km au sud du cratère d'Ozern Ridge, un cimetière militaire illustre bien la tragédie qui a été la bataille de la Somme pour les Français comme pour les Anglais. Andy et Julia ont rendez-vous avec Frieder Riedel. Bonjour. Enchanté. Julia, enchantée. Andy. C'est un plaisir. Les lignes de front britanniques et allemandes traversent les collines ondulées de la vallée de la Somme selon un axe nord-sud. Le secteur de l'Ancre s'étend de Beaumont-Hamel à Thiepval, un des villages occupés par les Allemands que les Anglais espéraient prendre dès le premier jour de la bataille. Il est le théâtre d'âpres combats, notamment entre les troupes de la 26e division de Württemberg et l'infanterie irlandaise de la 36e division de l'Ulster. La bataille de la Somme perdurera tout l'été, puis tout l'automne 1916, mais la bataille autour du village de Thiepval et de la redoute des Souabes est une épopée à elle seule. En 1915, un fragile équilibre des forces s'est installé sur le front occidental. Les deux camps réfléchissent à une stratégie pour sortir de l'impasse. Contrairement à ce que s'imagine le haut commandement britannique,
les lignes de défense allemandes sur la Somme sont plus solides que n'importe où ailleurs. Frieder Riedel s'est plongé dans les carnets d'officiers allemands présents sur le terrain pour analyser ce qui s'est passé sur le front de la Somme et comprendre comment les Allemands ont pu prendre leurs assaillants anglais par surprise. Le lieutenant d'artillerie Armin Stäbler était à Londres le 1er août 1914. C'était un homme d'affaires. Quand il a appris que la guerre allait être déclarée, il s'est précipité pour aller combattre sous le drapeau. Il a pris le premier bateau à Douvres pour traverser la Manche. Et le 2 août, il avait intégré son unité à Ludwigsburg. Il était assigné au 26e régiment d'artillerie de réserve. Et il était lui-même officier d'artillerie. Il m'a légué un journal intime. Il contient quelques 200 photos. Armin Stäbler était le grand-oncle de Frieder Riedel. Il a participé à la bataille de la Somme en tant qu'officier d'artillerie. Son journal et les photos uniques qu'il contient retracent l'avancée de l'armée allemande en France et illustrent les débuts de la guerre de tranchées. Il n'est qu'une des sources à partir desquelles Frieder a travaillé pour identifier les incroyables fortifications souterraines du secteur de l'Ancre sur le front de la Somme. Au début de la guerre, l'artillerie de campagne est utilisée essentiellement en soutien, tandis que les bataillons d'infanterie et de cavalerie sont chargés d'attaquer. Mais dès le départ, la puissance nouvelle de l'artillerie moderne va se révéler dévastatrice. Elle laisse des milliers de soldats morts sur le champ de bataille. Les Allemands adoptent une stratégie défensive et creusent de plus en plus profond. L'artillerie lourde commence alors à jouer un plus grand rôle. Dans ce domaine, les Allemands ont un handicap. Le point faible des Allemands dans une configuration de guerre des tranchées était que son artillerie de campagne avait une portée sensiblement inférieure à celle de l'artillerie française. Dans une guerre de mouvement, ce n'est pas très grave. Mais dès qu'on est dans une guerre de position, c'est significatif. Outre le journal de son grand-oncle, Frieder Riedel a étudié d'autres sources allemandes et alliées dans le cadre de ses recherches. En plus des photos prises par mon aïeul Armin, je disposais d'autres clichés de la bataille de la Somme, notamment ceux pris par le capitaine Leiling. Grâce à eux, j'ai découvert qu'il faisait partie des ingénieurs qui ont construit le système de fortification ultra efficace de la 10e division de réserve. Un autre officier, le quartier-maître Cornelius Breuninger, a laissé derrière lui des centaines de photographies des tranchées sur le champ de bataille de la Somme. Elles montrent clairement l'extrême sophistication des abris creusés par les Allemands. Il a vu de ses yeux la forteresse souterraine secrète. Cornelius Breuninger raconte dans son journal qu'il est lui-même entré dedans. C'est un témoin direct. Il a également mentionné ses dimensions, 230 mètres de long. Une fortification souterraine d'une longueur de 230 mètres, c'est gigantesque. C'est énorme. D'après les indications d'un officier américain, elle pouvait contenir jusqu'à 1000 hommes. Cette forteresse souterraine secrète n'est qu'une structure parmi d'autres conçues par les ingénieurs allemands pour protéger leurs troupes des fusils des Britanniques et des Français massés dehors. Les Allemands peaufinaient les détails d'une guerre de siège depuis des décennies. Nous sommes sur les lignes de front allemandes, c'est ça? Oui, Les lignes britanniques sont sur notre gauche, c'est ça. à 200 mètres, Oui. à l'entrée de la forêt. D'après vos recherches, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment les Allemands se sont-ils préparés à l'attaque? Nous nous approchons actuellement du secret le plus intéressant de la Somme. D'accord. Vraiment. C'est intriguant. Il a été classé confidentiel et l'est resté tout le temps qu'a duré la guerre. Il n'était mentionné sur aucune carte. Et pourtant, c'était énorme. Il s'agit d'une forteresse souterraine.
Elle comptait 4 points d'entrée dans la vallée de l'Ancre. En contrebas, là? Nous sommes tout près de ces 4 entrées. Elle faisait 230 mètres de long et avait une profondeur de 12 mètres. La 26e division de réserve, commandée par le général von Zoden, a aménagé entre Beaumont-Hamel et Thiepval, plus au sud, des défenses comme on n'en avait encore jamais vu sur le front occidental. Elle passe sous le village de Saint-Pierre-d'Ivion, qui est situé sur la rivière Ancre et où Cornelius Breuninger est stationné. Le 1er juillet 1916, les unités allemandes attendent l'offensive sous terre. Si les Allemands ont fait le choix de construire cette forteresse souterraine secrète, c'est pour une bonne raison. Et cette raison, c'est qu'il ne faut jamais garder des fonctions essentielles près de la ligne de front. Par exemple, ils avaient un dispositif particulier qui leur permettait d'écouter les lignes téléphoniques britanniques. Ils pouvaient surveiller les téléphones britanniques dans un rayon de 3 km. Ça signifie que les Allemands étaient au courant de tout ce qui se passait ici. D'après les recherches de Frieder, la forteresse secrète allemande se trouve à quelques mètres sous leurs pieds. Si ce qu'il a trouvé est vrai, ce gigantesque labyrinthe sous Saint-Pierre-d'Ivion disposait de 4 accès le long de cette route qui longe la rivière Ancre. C'est compliqué de savoir parce que quand on marche ici, on voit bien de la tôle froissée, mais il y a eu tellement de mouvements, de déplacements par les fermiers notamment. Il y a de quoi se tromper. Ouais. Cette maison pourrait masquer une entrée. Effectivement, il est très possible que ça ait été une entrée, mais on ne peut pas démolir la maison. Le plan des Alliés prévoyait qu'une offensive conjointe des Français et des Anglais aurait lieu sur un axe entre Albert et Bapaume le 1er juillet 1916, après une semaine de pilonnage à l'artillerie lourde. L'armement lourd devait passer de la première ligne allemande à la seconde en un rien de temps, dans la mesure où aucune résistance n'était attendue. Les Britanniques ignoraient tout de l'existence de ces souterrains allemands. L'empereur aurait dit « Mes soldats ne sont pas des taupes ». Mais le général von Soden avait une lucidité remarquable pour l'époque. Il a répondu « Nous autres Allemands sommes en infériorité numérique par rapport à l'ennemi qui s'apprête à nous attaquer ». Ce qui était vrai. Dans la bataille de la Somme, 25 divisions britanniques ont participé à l'offensive. La défense allemande, elle, n'en comptait que 5. Les canons de campagne avaient une trajectoire trop horizontale pour pouvoir pénétrer dans les tranchées adverses. C'est pourquoi les deux camps ont recours à des mortiers, lesquels ont révolutionné l'art du tir de barrage. Les obus tirés ayant une trajectoire haute, ils atterrissaient à la verticale sur la position ennemie et pénétraient dans les tranchées et les abris enterrés. Les Allemands n'ont pas mis longtemps à comprendre les ravages que pouvait faire cette nouvelle arme sur leur défense. Non seulement les Allemands étaient en infériorité numérique, mais ils étaient aussi vulnérables sur le plan de l'artillerie. Il y avait une pénurie quasi constante de munitions. Il fallait donc compenser cette infériorité par la construction d'infrastructures souterraines particulièrement bien pensées et profondes. Le soleil se couche. Julia, Andy et Frieder vont poursuivre leur conversation à l'intérieur et comparer leurs documents respectifs sur la forteresse secrète. Les premières modifications apportées aux tranchées allemandes dateraient de l'année 1915. L'ennemi à cette époque, ce n'étaient pas encore les Britanniques, mais les Français. Ils étaient opposés à la 26e division de réserve. Ils ont attaqué avec une division ennemie de 30 000 hommes. Ici, à Serres. Pour la première fois, ils ont utilisé des obus de mortier de 28 cm. Et ces obus ont détruit tous les abris souterrains allemands. Les Français n'ont pas pour autant regagné du terrain, parce que les Allemands ont préféré sacrifier beaucoup d'hommes pour repousser l'ennemi.
Durant le mois qui précède l'offensive, les Anglais concentrent tous les mortiers disponibles sur le front de la Somme. Et une semaine avant l'assaut, ils commencent à pilonner les tranchées allemandes pour les détruire une par une. Ils s'efforcent aussi de localiser et détruire l'artillerie ennemie pour qu'elle ne vienne pas entraver l'avancée de l'infanterie. Les Allemands ont alors entrepris de mettre leur artillerie à couvert, de la cacher derrière des montagnes, derrière la forêt, derrière les villages, pour que leur position de tir ne soit plus visible. De cette façon, malgré le pilonnage en règle qu'ils ont subi, ils ont réussi à conserver une partie de leur artillerie, certes minime, mais suffisante pour leur permettre de répliquer et de mettre un terme à l'offensive ennemie. Après l'épisode de la bataille de Serre, les Allemands avaient décidé de modifier la structure de leurs abris souterrains pour être moins vulnérables face à ces nouveaux obus de mortiers dévastateurs. Il y avait un escalier qui descendait à 6 ou 8 mètres de profondeur. Et sous terre, il y avait un passage aveugle qui débouchait, si vous voulez, sur le sol ou la craie. Désormais, les abris souterrains descendent à 8 ou 12 mètres sous terre. Ils sont sculptés dans la craie et les chambrées des soldats ne sont plus directement reliées à l'escalier. Chaque abri possède 2 ou 3 sorties. Le nouvel élément clé, finalement, c'est le fait que l'entrée est désormais placée face à l'ennemi. Donc aucun obus perdu ne peut pénétrer directement à l'intérieur. Et il y a aussi la nouvelle disposition en étoile à partir du tunnel et le nombre des sorties qui est multiplié. Ça minimise le risque que des soldats soient piégés à l'intérieur. Malgré les bombardements à la surface, des milliers de soldats allemands vont survivre, retranchés dans leurs bunkers en profondeur. Les photos aériennes des forces alliées montrent des tranchées allemandes pulvérisées sur toute la longueur du front. Au moment où les fantassins alliés s'apprêtent à partir à l'assaut, il ne reste plus rien des tranchées de première ligne allemande. L'infanterie britannique s'attend à une résistance faible, voire nulle, de la part de l'ennemi. Pourtant, ici, sur le flanc droit de l'offensive, entre Beaumont-Hamel et Thiepval, les premières minutes de l'assaut vont être catastrophiques. Très tôt, par une journée ensoleillée, des vagues successives d'uniformes kaki, l'uniforme des engagés volontaires de Kitchener, commence à traverser le No Man's Land à pied. En entendant l'explosion de la mine d'Aushorn, les Allemands vont comprendre que l'attaque est imminente. Quelques minutes plus tard, ils remontent et depuis les maigres tranchées qui leur restent, ils ouvrent le feu. Après 2 années de combat, les belligérants n'utilisent plus du tout les mitrailleuses de la même manière qu'au début du conflit. Alors que ces armes lourdes étaient au départ déployées en batterie, elles sont aujourd'hui réparties le long de la ligne en soutien des actions de l'infanterie. Ces fusils d'infanterie à répétition rapide, équipés de magasins de 5 ou 6 cartouches, rendent les charges frontales caractéristiques des guerres du XIXe siècle totalement suicidaires. De Thiepval à Beaumont-Hamel, l'artillerie britannique et l'immense cratère du Aushorn Ridge n'ont apparemment pas du tout entamé la défense allemande. Sur les 12 000 hommes de la division, 100 ont été tués au cours des 7 jours de bombardement. Et il ne s'agissait que de sentinelles, parce qu'à part elles, il n'y avait personne dans les tranchées. Ça a duré 7 jours. Et quand les soldats sont sortis de leur abri souterrain, il n'y avait plus de tranchées. Le plus souvent, il restait un peu de barbelés. Pas partout, cela dit. Mais la première ligne de tranchées avait été rasée. Il n'y avait plus rien. Les infanteries britanniques et canadiennes sont décimées par les tirs ennemis avant même d'avoir parcouru la moitié du No Man's Land. Aujourd'hui, des cimetières disséminés ici et là dans la zone montrent où sont tombés des centaines d'hommes. Au total, au premier jour de la bataille de la Somme, 20 000 soldats de l'Empire britannique sont tués.
Cependant, une unité a réussi une avancée notable. La division de l'Ulster était chargée de prendre le village de Thiepval et la redoute des Souabes, un ouvrage défensif allemand à l'ouest où se trouve aujourd'hui un cimetière. Les soldats irlandais gravissent en courant la côte de 200 mètres qui sépare leurs tranchées au bord du bois de la redoute vide. La tour de l'Ulster a été construite plus tard pour célébrer leur bravoure. Malgré leurs efforts, Thiepval et Beaumont-Hamel vont rester entre les mains des Allemands. Exposés sur les flancs, ils sont vite cernés et contraints de se rendre. Le premier jour de la bataille de la Somme est considéré comme une formidable victoire défensive de l'Allemagne. L'homme qui commande la 26e division de réserve de l'armée allemande dans le secteur qui s'étend de Beaumont-Hamel à Thiepval est le général Franz von Zoden, un officier consciencieux qui a à cœur de protéger ses hommes. Il a fait appel à un ingénieur de génie, Franz Leiling, pour concevoir les galeries et les abris souterrains. Le capitaine Franz Leiling connaissait aussi bien Cornelius Breuninger qu'Armin Stabler. Il figure sur ces deux photos avec son chien. Il a construit pas moins de 3 forteresses souterraines le long du front entre Beaumont-Hamel et Saint-Pierre-d'Ivion. L'une se trouvait dans les caves médiévales du village, une autre s'étendait sous les lignes britanniques au niveau de Beaumont-Hamel, et enfin, la dernière était particulièrement vaste et secrète. Je vais d'abord vous montrer la source d'où je tire mes informations. Il s'agit d'un dessin d'un officier américain qui est entré dans cette forteresse souterraine secrète après la guerre. Il a réalisé ce dessin qui a été publié dans un guide militaire. La forteresse possède 4 entrées qui partent toutes de la vallée de l'Ancre et qui débouchent sur le cœur du système. 1, 2, 3, 4. Elle n'était pas visible des soldats britanniques à la surface. Et elle ne l'était pas non plus depuis les airs. Ce qui est totalement fascinant, je trouve, c'est l'architecture de cette forteresse. Parce que je n'avais encore jamais vu de passages circulaires qui ne sont pas le fruit du hasard, mais qui ont été conçus expressément pour avoir cette forme. Quand les soldats irlandais se sont lancés à l'assaut de la redoute des Souabes, les Allemands ont surgi de nulle part et cerné leurs attaquants. Très vite, ils ont repris leur position. La forteresse souterraine dessinée par le capitaine Franz Leiling a joué un rôle capital dans cette victoire allemande au premier jour de la bataille de la Somme. Les attaquants alliés sont pris par surprise. Les mitrailleurs allemands ont bondi hors de leurs abris souterrains et ont massacré les soldats britanniques et français. Pour la première fois, des chars sont déployés, mais leur effet est très limité. Plus au sud, sur la route qui relie Albert à Bapaume, les Français ont plus de réussite que les Anglais. Ils ont constitué un barrage mobile et mettent à profit la longue portée de leur artillerie en faisant pleuvoir les obus sur l'ennemi, même quand leur infanterie avance. Eux atteignent tous leurs objectifs dès le premier jour. L'artillerie de campagne, une artillerie légère, était prévue pour les guerres de mouvement. Dans ce cadre-là, la portée des armes importe moins que la mobilité et la transportabilité des munitions. Et sur ce point, les Allemands avaient l'avantage. Mais dans un contexte de guerre de position comme la guerre de tranchées, les canons de campagne français, d'une portée très supérieure, se sont révélés d'une plus grande efficacité. Les deux camps avaient des milliers de canons. Ces images aériennes de la zone qui s'étend entre le mémorial terre-neuvien et le monument de Thiepval mettent en lumière la configuration du secteur de l'Ancre dans la bataille de la Somme. Vers le nord, là où se trouve aujourd'hui le mémorial qui rend hommage au régiment terre-neuvien, l'infanterie lancée à l'assaut est elle aussi surprise par les mitrailleuses allemandes, qu'elle pensait entièrement détruites. Ici aussi, sous le village de Beaumont-Hamel, le capitaine Leiling
a bâti une redoute souterraine que même l'explosion de la mine Dawson Ridge n'a absolument pas endommagée. Là encore, les soldats allemands de la division du général von Zoden ont survécu au bombardement et pris par surprise les troupes britanniques et canadiennes. La bataille entre dans sa phase la plus sanglante. Les Britanniques continuent malgré tout d'envoyer leurs fantassins. Ils utilisent aussi les tirs de barrage et améliorent la communication avec leur artillerie. Au sol, les combats deviennent encore plus brutaux. L'infanterie était habituée à combattre avec des fusils ou des baïonnettes, ou avec des mitraillettes, mais peu de soldats en avaient à l'époque. Mais au cours de l'année 1915, l'usage de la grenade à main s'est progressivement installé. Au départ, la plupart des grenades à main utilisées étaient fabriquées de façon artisanale. Elles étaient préparées avec ce qu'il était possible de trouver dans la zone du front. C'était du bricolage. Dans les premiers temps, seuls les sapeurs en lançaient. Du côté allemand en tout cas, les sapeurs étaient les spécialistes de tout ce qui était construction technique ou en rapport avec les explosifs. Et puis progressivement, au fil des mois, à partir de 1915, ces grenades ont commencé à entrer dans l'armement de base de l'infanterie. La stratégie visionnaire du général von Zoden a sauvé la vie de ses hommes et rendu les lignes allemandes imprenables. Elle coûtera la vie à 20 000 soldats de l'armée britannique. Mais où cette forteresse secrète se trouvait-elle exactement ? La bataille de la Somme qui débute le 1er juillet 1916 va être une leçon douloureuse pour l'armée britannique. Les systèmes de commandement et de contrôle ont été améliorés et permettent aux troupes au sol de prendre des décisions rapides en fonction de leurs besoins immédiats. Les Anglais ont adopté le barrage mobile à l'instar des Français et la coordination a été améliorée grâce aux reconnaissances aériennes. Les Allemands, eux, ont investi du temps et déployé beaucoup d'efforts pour creuser des abris dans le sol et des fortifications souterraines. Ils ont réagi rapidement à l'utilisation nouvelle de mortiers lourds et pleinement exploité leur avantage tactique dans la zone. Ici, à la Boisselle, une autre mine britannique de 20 000 kilos a percé un trou dans les lignes allemandes seulement 2 minutes avant l'offensive alliée. Ici, nous sommes au cratère Lochnagar, ou trou de mine de la Boisselle. C'est le plus grand cratère de toute la Somme. Quand on voit la profondeur, on imagine la quantité énorme de décombres qui ont dû être soufflés dans l'explosion. C'était le but ici. Les autres mines étaient positionnées sous la cible, mais celle-ci a été placée en retrait des lignes, principalement pour ne pas que les Allemands, très actifs sous terre, les entendent creuser. Du coup, ils se sont mis légèrement en retrait des tranchées de façon à ce que les décombres soufflés viennent les remplir. Ça faisait partie du plan. La mise à feu a eu lieu 2 minutes avant l'offensive le 1er juillet. Ça voulait dire plus que 2 minutes. Il y a eu 2 charges. La première était de 13 kilos et la seconde de 14. C'est bien ça? On parle en tonnes. 13 tonnes, ça me semblait peu aussi. 13 tonnes et 14 tonnes donc. Je me souviens avoir lu quelque part qu'ils avaient mis plus d'explosifs que nécessaire parce qu'ils voulaient être sûrs que l'effet soit massif. Ils voulaient un maximum de décombres pour remplir la tranchée. C'est ce qu'on appelle une fougasse. L'objectif est de recouvrir la cible. D'autres mines explosent juste avant l'attaque, dont une alors même que les fantassins ont commencé à avancer. D'après les documents présentés par Frieder, la disposition circulaire de la forteresse souterraine allemande prouve qu'elle a été construite par des mineurs professionnels. L'architecture de la forteresse montre bien que les ingénieurs qui l'ont conçue étaient des professionnels des mines. Je l'ai lu noir sur blanc dans la documentation, et c'est un fait avéré. Ces ingénieurs des mines avaient l'expérience des explosions souterraines,
des explosions de méthane dans les mines. Ils savaient comment exploiter l'énergie libérée lors d'une explosion. Ce qui se passe, c'est que quand une grenade explose, elle creuse un trou dans le système. Par exemple, si l'explosion a lieu ici, l'énergie générée va partir par ici et par là. À cet endroit, le sous-sol est constitué de craie, comme les falaises de Douvres. C'est la même roche. La même strate. Exactement, c'est la même strate de craie. Et la craie se comporte d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, la localisation précise de la forteresse souterraine secrète de l'Eiling reste une énigme. Les documents apportés par Andy et ceux de Frieder font apparaître des divergences. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur Saint-Pierre-d'Ivion, là où on était tout à l'heure. Oui. Commençons par examiner votre plan et on recoupera ensuite vos informations avec ce que nous avons trouvé dans les archives. On verra si les deux se rejoignent. Voici ce qui se trouve sous Saint-Pierre-d'Ivion selon nos archives. Elle situe la galerie de l'Eiling, vous voyez, l'Eiling Stollen, Oui. ici. En revanche, là-dessus, elle est complètement droite. Donc il semblerait qu'il y ait une confusion quelque part. Certaines choses concordent avec cette image. Un ensemble d'accès menant à des tranchées-abris. Et évidemment, l'entrée sur la ligne de front. Ce qui est intéressant, c'est que quand les Anglais sont descendus à l'intérieur, on sait qu'ils l'ont fait, c'est rapporté dans les archives. Elle était, selon eux, en mauvais état. C'était probablement dû au bombardement, parce que là, on est déjà quelque temps plus tard. Donc, c'était en mauvais état, mais en temps normal, elle pouvait contenir au moins 1000 hommes. Or, on n'imagine pas 1000 hommes tenir dans ce qu'on voit là. Oui. Ça fait partie des choses qui ne collent pas avec nos informations. Mais l'une des divergences les plus importantes, c'est qu'il y avait des abris souterrains sur toute la pente. Sous la première ligne de tranchée, il y avait un tunnel de 100 mètres de long. Le capitaine Eiling procédait souvent comme ça. Oui, Ça correspondait à sa façon de faire. Et c'est là que cette forteresse commençait. Elle était directement reliée au tunnel sous la première ligne de tranchée du front. C'était ce qu'on appelait la Leiling Stollen. oui, oui. On peut envisager, si on cherche une interprétation possible, que ces accès, qui à l'évidence débouchent là-dessus, ne sont pas situés au bon endroit. Ou bien alors, que ces 4 entrées soient ici, ou tout du moins ce qu'on voit ici se trouve en réalité plus par là. Oui, je pense aussi. Comme on le disait tout à l'heure sur le site, la seule façon de le savoir serait de pouvoir y accéder nous-mêmes. Oui, C'est la seule façon d'être sûr. mais rien ne dit que les deux n'ont pas coexisté. Non. Le héros allemand méconnu de la bataille de la Somme était finalement un simple capitaine et ingénieur, Franz Leiling. La bataille de la Somme durera de juillet à novembre 1916. Au bout du compte, les forces françaises et britanniques grignoteront à peine 10 km de terrain. Les Anglais font exploser une autre mine sous le cratère Dawson Ridge. Cette fois, l'infanterie réussira une percée et occupera le village. Tout au long de cette bataille, les Anglais apprendront à leurs dépens les nouvelles méthodes de guerre modernes. Les Allemands, eux, vont comprendre qu'en infériorité numérique et militaire, leur meilleure chance est de se retirer sur une ligne plus courte
mais avec des défenses encore plus solides. La ligne Hindenburg. Au cours de cette opération, le haut commandement allemand ordonnera un certain nombre de déportations et la destruction de villages français. Armin Stabler et Cornelius Breuninger, qui désapprouvent ces méthodes, en sont les témoins impuissants. Cet album de photos est un véritable trésor historique. On y trouve par exemple des photos des premières déportations connues de civils français depuis la Somme. Il a photographié lui-même ses femmes, ses enfants et ses vieillards qu'on force à monter dans un train. La bataille de la Somme est devenue le symbole de la lutte valeureuse de l'Empire allemand pour sa survie. Tout est fait pour montrer au pays l'image d'une résistance héroïque de ses soldats. Cette œuvre de Fritz Mühlbrecht est une représentation de la bataille de la Somme. Ce tableau véhicule évidemment le message que les soldats ont combattu sans relâche. Plusieurs sont blessés, voire gravement blessés. On peut même imaginer que ce soldat est en train d'agoniser. Mais malgré tout, leur détermination reste intacte. Elle est symbolisée par cet homme au centre qui se tient droit, debout. Il tient son arme et le message qu'il transmet c'est « Nous sommes épuisés, mais pas vaincus ». Ce tableau a été peint par Rudolf Stark. Rudolf Stark n'était pas peintre, mais soldat de métier. Ou du moins, il aspirait à l'être. Quand la guerre a éclaté, il chantait dans la chorale des cadets de l'armée bavaroise. Il a été immédiatement mobilisé. Il a rejoint la cavalerie et combattu plusieurs années sur le front Est avant d'intégrer l'armée de l'air. Rudolf Stark dessinait très bien et il a mis ses souvenirs de guerre en peinture. Là, par exemple, c'est son avion. Lors de l'offensive du printemps 1918, les Allemands vont réussir à percer les lignes alliées et regagner tout le terrain perdu en 1916. C'était la tentative de la dernière chance, mais ils ont épuisé leurs dernières ressources et ils ne parviendront pas à rebondir sur cette victoire. Au pays, le blocus instauré par les Anglais a détruit la cohésion sociale de l'Allemagne. Et en 1916, le rationnement et les réquisitions matérielles provoquent d'importantes émeutes. La guerre a très vite eu des conséquences dans tous les domaines de la vie publique en Allemagne. Et également à l'intérieur de chaque foyer dans la gestion du ménage. Le blocus britannique a été très difficile à vivre, parce qu'aucune denrée alimentaire n'entrait plus en Allemagne. En 1915, la situation alimentaire allait encore, mais à partir de 1916, il y avait vraiment une famine. On ne manquait pas seulement de denrées alimentaires, on manquait de vêtements aussi, parce que toutes les matières premières textiles partaient dans l'équipement militaire. L'été 1916 marque un tournant dans l'histoire du vieux continent. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le capitaine Leiling et Armin Stabler mourront plus tard à la guerre. Cornelius Breuninger, lui, tombera en dépression. Des centaines de milliers d'hommes des deux camps ont été tués ou blessés dans la Somme. Des villages allemands, anglais ou français ont perdu une génération entière d'hommes. Les sacrifices des populations et des soldats au front ont changé à jamais la structure de la société européenne. La guerre souterraine est un chapitre méconnu de l'histoire sombre d'une guerre qui était censée mettre fin à toutes les guerres.